Bien, en régie, est-il possible de présenter la table ronde? Voilà, parfait. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant commencer la table ronde 2, intitulée « La Déclaration universelle comme dynamique internationale ». Nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de l'adoption d'un instrument extrêmement important, qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je crois qu'on va utiliser un terme qu'on utilise très souvent pour nos concepts juridiques. Elle a fait preuve de résilience puisqu'elle a travaillé, elle a traversé une époque tourmentée. Et je crois qu'on doit se rappeler que depuis 1948, beaucoup d'événements ont eu lieu, notamment les années 60 avec la décolonisation et la transformation des Nations Unies avec l'entrée en scène d'un très grand nombre d'États. Nous avons eu aussi la chute du mur de Berlin et donc des ajustements idéologiques qui se sont faits et qui se sont reconstruits plus tard, et puis de nombreux conflits armés internationaux et non internationaux. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme reste un instrument important puisqu'elle est un instrument de référence, pas forcément toujours mentionné explicitement, mais néanmoins présente dans les constitutions nationales, dans les jugements internes et internationaux. Alors, le monde d'aujourd'hui, le monde du XXIe siècle est un monde différent et je pense qu'il y a un terme que l'on peut utiliser pour le qualifier, quand on qualifie l'ordre politique international et l'ordre juridique international, c'est celui de pluralité, puisque finalement, quand la Déclaration universelle est adoptée, c'est pour que les États rendent des comptes sur ce qu'ils devraient faire pour traiter le mieux possible les êtres humains qui relèvent de leur juridiction. Mais l'on va voir qu'il y a toute une autre série d'acteurs qui vont être aussi clés dans le respect des droits de l'homme. Et donc, je crois qu'il y a une première dimension de cette pluralité qui est celle des acteurs, la pluralité actorielle. Nous avons un nombre d'organisations non gouvernementales encore plus important qu'il n'était en 1948. Il a été très présent avec l'adoption de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais le monde associatif international est un acteur clé. Nous avons aussi une montée en puissance de groupes humains, tels les minorités, tels les populations autochtones, qui deviennent des acteurs majeurs dans la revendication et l'application des droits de l'homme. Et puis, je crois qu'on doit aussi parler du secteur privé, qui est maintenant identifié comme un acteur important pour assurer la promotion du respect des droits de l'homme. Alors, nous parlerons de dans cette table ronde, nous aurons à parler de prendre en compte cette pluralité actorielle. Parmi ces acteurs, je pense qu'il faut souligner aussi les institutions nationales de droits de l'homme, puisque c'est de nouveaux acteurs importants dont on entendra parler. Alors, à côté de cette pluralité actorielle, je pense aussi qu'on peut parler d'une pluralité des préoccupations. C'est-à-dire que l'on voit que l'agenda international s'est beaucoup épaissi, s'est beaucoup élargi.
Les années 60 ont vu l'entrée en scène de la nécessité de la revendication du développement social, économique. Il y a aussi les questions de protection de l'environnement qui ont émergé à partir des années 70, mais surtout dans les années 1990. Nous avons aussi des aspects de développement social, de justice sociale qui fleurissent et qui deviennent très importants. Et puis, de manière incontournable, on parle aussi du développement durable qui tente de rassembler ces différents corps de normes pour assurer un mieux-être aux êtres humains. Alors, dans ce contexte, la question que l'on se posera dans ce panel, c'est de se demander si l'on ne parle pas explicitement des droits de l'homme, mais que l'on parle d'état de droit ou que l'on parle de développement durable, ou que l'on parle d'éducation, est-ce que finalement on ne parle pas de droits de l'homme, mais de droits de l'homme sous un autre vocable? Et ça sera la question que l'on se posera avec les différents intervenants. Et donc en fait, la grande question pour nous, c'est l'actualisation de la Déclaration universelle des droits de l'homme et comment est-ce qu'elle est interprétée dans les différents pans de la vie internationale. Alors, je voudrais vous lire 2 dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui me sont très chères. Tout d'abord, l'article 28. « Toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et sur le plan international un ordre tel que les droits et les libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet. » Et donc, dès 1948, les initiateurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme avaient pensé que les droits de l'homme doivent pouvoir s'épanouir, vivre dans un monde où il y a une justice sociale qui garantisse le respect de ces droits. Et puis, je lirai aussi le premier alinéa de l'article 29 qui dit « L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. » Et ça, il me semble que c'est une dimension qu'on a trop souvent oubliée, qui est celle de dire qu'il y a une revendication de droits qui doivent être protégés, mais nous avons tous aussi des responsabilités pour permettre que les autres droits de l'homme, droits de la personne humaine, soient reconnus. Et je crois que ça nous montre aussi, on en parlera dans le cadre de ce panel, c'est qu'on a eu traditionnellement une approche verticale des droits de l'homme parce que c'était très important, on demandait à l'État de rendre des comptes, d'être transparent dans sa manière de gérer les questions des droits de l'homme. Mais finalement, il y a d'autres acteurs qui ont des responsabilités et nous-mêmes, nous avons des responsabilités pour assurer le plein épanouissement des droits de l'homme. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme, en ceci, je pense, elle est devancière, même si William Schabas nous a rappelé que l'article 28 n'avait pas été adopté de manière unanime, qu'il y avait eu des critiques, mais néanmoins, ce sont des dispositions qui ont continué à vivre et à mon avis, aujourd'hui, elles deviennent très importantes. Alors, pour discuter de ces différents thèmes, nous avons différents experts et je vais d'abord vous prévenir qu'il y aura un expert qui interviendra en visio, qui est à Montréal. Et puis, nous regrettons l'absence d'une des participantes, Madame Sarah Jamal, qui malheureusement a succombé au virus qui circule partout à Paris. Voilà, donc je donne sans plus attendre la parole à Madame Magali Lafourcade, qui est magistrate et secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme en France. Est-ce que ça fonctionne? Vous m'entendez? Alors, d'abord, un grand merci pour votre invitation. C'est toujours un bonheur de venir parler des droits humains et surtout d'en parler dans une dynamique. Et en plus, j'adore parler des institutions nationales des droits de l'homme, donc je coche toutes les cases du bonheur et de la joie. Donc merci à vous d'être là pour écouter une jolie histoire, celle d'acteurs complètement atypiques, qui était en fait au début l'histoire d'une utopie, en fait comme la construction de tout le corpus des droits humains, bien sûr.
Comme la question qui m'est posée, c'est la Déclaration universelle comme dynamique, je voudrais vous parler d'une dynamique structurelle qui emporte aussi une dynamique méthodologique et substantielle. Alors cet acteur original, c'est ce qu'on appelle donc les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme, qui sont des acteurs étatiques financés par les États. Je vous assure, mon salaire est payé par l'État. Les locaux sont financés par l'État et pourtant nous sommes pleinement indépendants et nous avons parmi nos membres une grande partie de représentants de la société civile, donc ONG et syndicats. Donc c'est quand même assez atypique à l'époque, puisqu'en fait, quand ça a été conçu, cette idée de comité indépendant qui serait des États, mais qui serait totalement indépendant des gouvernements, c'était une fulgurance de René Cassin. Alors je sais que Nicole Questiot a été extraordinaire ce matin, comme elle l'est toujours, et qu'elle vous a parlé de René Cassin. Donc il avait, parmi ses multiples fulgurances, l'idée que ça servait à pas grand-chose de bâtir tout un droit contraignant des droits de l'homme si on n'avait pas des acteurs qui soient à la fois experts du sujet dans leur État et capables en toute indépendance de venir dire aux mécanismes internationaux de contrôle ce qu'il en était de la façon dont les États appliquaient les conventions internationales qu'ils avaient ratifiées. Et c'est comme ça qu'il s'est dit, il faut créer ces commissions, ces comités, enfin, il y a plusieurs formes. Et c'est ainsi que sont nés ces acteurs-là. Nous, on est habitués maintenant en France aux autorités administratives indépendantes, mais à l'époque, c'était vraiment assez original. Ces institutions tirent leur reconnaissance nationale et internationale de leur capacité à insuffler de façon très concrète, vous l'avez rappelé, l'importance des droits, c'est dans leur effectivité. Donc une mise en œuvre concrète et effective des droits qui sont consacrés par les conventions. Et en gros, elles ont deux grandes missions, conseiller les pouvoirs publics constitutionnels pour mieux respecter les droits et aussi participer au contrôle qui est effectué de la façon dont les États appliquent les conventions. Tout ça, c'est organisé autour d'une définition commune. La première née de ce système-là, c'est la CNCDH, la Commission française, et qui a été d'ailleurs présidée longtemps par Nicole Questiot, et ensuite, et qui a été donc aussi créée sous l'impulsion de René Cassin, bien sûr. Et aujourd'hui, il en existe plus de 110 dans le monde qui sont accrédités auprès des Nations Unies. Donc la définition commune, c'est ce qu'on appelle les principes de Paris. C'est une résolution qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies il y a 30 ans. On fête les 30 ans cette année. Dans une idée qu'il fallait qualifier un petit peu ces organes qui poussaient un peu partout dans le monde et porter un certain nombre d'exigences et en termes d'expertise, et en termes de fonctionnement, et en termes de levier d'action, et aussi bien sûr bien sécuriser l'indépendance. Et se sont comme ça organisés sur un mode totalement plural. Et donc, quand vous parliez de pluralité des acteurs, on pourrait aussi dire que les INDH sont toutes très différentes parce qu'elles s'ancrent dans un territoire avec un système local. Et donc, il y a des formes très variées dans le monde. Il y a des commissions, des conseils, des comités, des instituts, des défenseurs del pueblo, des procuradoras, des ombudsman. Tout ça appartient à la même famille dès lors qu'elles sont expertes, indépendantes et qu'elles assurent les missions de conseil et contrôle. Donc c'était assez original, l'indépendance s'est consolidée, et puis surtout, il y a eu une structuration qui l'a aussi relevé de l'utopie, parce qu'il a fallu se structurer de façon régionale. Donc nous, en Europe, on a le réseau européen des institutions nationales des droits de l'homme qui s'appelle ENRI, et aussi au niveau mondial, pour pouvoir créer une force d'entraînement. Donc c'est ce qu'on appelle l'Alliance globale, GANRI, qui est l'alliance des institutions à l'échelle globale, sous les auspices du Haut Commissariat aux droits de l'homme à Genève. Et donc ce système a été original, mais il fallait quand même pouvoir avoir son tampon d'entrée, si j'ose dire. Et donc il y a eu tout un système inédit d'accréditation qui a été aussi organisé, grâce aussi au leadership de quelques institutions qui étaient très, très puissantes à l'époque, et notamment l'institution française, mais aussi les Danois, les Marocains, enfin d'autres régions. Donc le système d'accréditation vise à dire qui peut rentrer dans le club des institutions nationales qui ont cette capacité à peser sur la façon dont les organes de contrôle examinent les rapports nationaux des États. Donc là,
c'était assez spectaculaire, mais après, il fallait gagner en force d'influence. Et on a vu à quel point les institutions nationales organisées en réseau se sont mis à travailler des thèmes de façon assez cohérente, commun, en trouvant des socles, en trouvant des bonnes pratiques, et donc en mettant vraiment en œuvre l'idée que les droits devaient être absolument effectifs et concrets. Et pour reconnaître tout ça, il y a eu un certain nombre de résolutions du Conseil des droits de l'homme, de l'Assemblée générale des Nations unies et même des conventions internationales qui reconnaissent le rôle crucial des INDH. Et donc, face à ce travail d'envergure, on peut voir qu'il y a eu une dynamique aussi méthodologique, puisque les INDH ont relayé l'approche fondée sur les droits humains, qui a eu beaucoup d'effets, pour notamment dans le domaine du développement. On sait à quel point cette approche fondée sur les droits humains a porté du fruit. Et les INDH ont été vraiment le relais dans les États de ce regard porté sur les bénéficiaires des droits, sur l'exigibilité auprès des États, sur le fait d'avoir des audits indépendants, etc. Puis il y a eu aussi récemment un engagement totalement nouveau dans la façon dont on pouvait relire le corpus de la Déclaration universelle à la lumière des grands enjeux actuels que vous avez cités. En particulier, je pense bien sûr à la triple crise climatique, environnementale et l'effondrement de la biodiversité. Et il y a eu une vraie implication du réseau pour arriver à faire qu'il y ait une reconnaissance comme droit de l'homme universel, du droit à un environnement sain, et pour aussi relire tout le corpus du droit international des droits de l'homme à la lumière de cette triple crise qui implique dès lors d'avoir peut-être une approche un peu moins individualiste des droits, plus collective, qui se préoccupe de notions comme le bien commun, les patrimoines communs, l'intérêt général, etc. Et puis il y a bien sûr l'intelligence artificielle, les technologies qui viennent en fait réactualiser régulièrement le corpus sans jamais le rendre obsolète, véritablement. Alors évidemment, comme toujours, quand il y a un acteur qui monte, qui prend de l'ampleur, de l'envergure, qui a de l'influence, qu'est-ce qui se passe? Il y a une logique de politisation. C'est-à-dire qu'il y a des États qui ne sont pas les États les plus affinitaires, on pourrait dire, qui se sont dit il faut mettre la main sur cette force d'influence. Et donc c'est là où on arrive dans une péripétie beaucoup moins amusante, qui est le défi de la politisation pour les institutions nationales des droits de l'homme. Donc il y a deux techniques qui sont connues depuis la Grèce antique. C'est vous mettez des gens qui sont très fragiles en termes d'expertise et vous coupez les moyens des institutions. Je me souviens de mon homologue aux Philippines où il avait été menacé d'avoir un budget de $16 à un moment donné. Après, il y avait eu ça n'avait pas prospéré, mais c'est très facile en fait de fragiliser une institution de cette nature par la fragilité institutionnelle, budgétaire, en mettant des gens qui ne sont pas du tout experts du sujet à leur tête. Et puis, il y a la logique politique, en mettant des amis du pouvoir. Et donc, c'est comme ça que dans certains pays d'Amérique latine, on a des institutions, il n'y a plus de tête depuis longtemps, parce qu'il faut une majorité des 3/5 à l'Assemblée nationale pour avoir un représentant, et que tous les candidats sont tous très proche du pouvoir, et donc le Parlement fait son boulot de filtre. Voilà, donc on voit qu'il y a cette dynamique-là, et puis aussi il y a eu une crise un peu géopolitique autour de l'agenda des institutions nationales lui-même, avec du lobby de certains États pour mettre à l'agenda certains sujets qui étaient inquiétants pour les authentiques défenseurs des droits humains. Donc face à ça, bien sûr, il y a toujours une solution. Et donc nous sommes engagés depuis quelques années dans un vaste mouvement de réforme pour retravailler le comité d'accréditation des institutions nationales des droits de l'homme que j'ai eu l'honneur de présider pendant 3 ans et qui mérite d'être renforcé parce que c'est la porte d'entrée. Il ne faut surtout pas laisser des INDH qui sont des faunées des gouvernements qui peuvent prôner la torture, mais si c'est dans le cadre d'un procès équitable, ou la peine de mort si c'est au bout d'un procès équitable, enfin vous voyez ce genre de choses. Donc il faut absolument renforcer ce système d'accréditation. Et puis, il faut veiller à abriter toujours les réseaux et les institutions à l'abri des logiques des États. Et pour ça, il y a de nombreuses pistes. Il faut bien sûr beaucoup s'appuyer sur la société civile, qui est un acteur essentiel.
et aussi sur les mécanismes onusiens qui, eux, sont robustes. Je pense en particulier aux organes des traités qui interagissent et qui voient très bien ce qui se passe dans le discours que peut porter auprès d'eux les institutions nationales des droits de l'homme. Donc on est toujours, en matière de droits humains, dans un chemin qui est jamais ni une cause perdue, ni une marche triomphale. Donc on avance avec cet acteur-là, qui est un acteur clé, qui est soumis à des vents contraires et qui, j'en suis convaincue, arrivera très bien à trouver un chemin pour pouvoir renforcer sa crédibilité. Et si on peut retenir une chose des institutions nationales des droits de l'homme, c'est que elles sont, si on veut reprendre la formule du poète Édouard Glissant, elles sont celles qui agissent en leur lieu et qui pensent avec le monde. C'est vraiment du pays qu'on connaît le mieux qu'on peut essayer de concevoir quelque chose de plus grand que soi. Et c'est la mission des institutions. Je vous remercie. Avant que je ne donne la parole aux prochains intervenants, je voudrais juste que vous reveniez sur, finalement, pourquoi est-ce que l'Assemblée générale a adopté cette résolution sur la création de commissions nationales de droits de l'homme. Qu'est-ce qui était et pourquoi est-ce que ça a été prévu à l'échelon universel, puisque c'est l'Assemblée générale des Nations unies? Est-ce que c'était en prenant en compte la faiblesse de certaines institutions politiques, ou est-ce que c'était pour avoir un contre-pouvoir à l'intérieur des sociétés nationales, ou est-ce que c'était pour donner plus de voix aux organisations non gouvernementales? Quelle est la raison de l'adoption de cette résolution? Alors d'abord, le mouvement, il était bien antérieur, donc elles existaient déjà, elles fonctionnaient déjà et elles essayaient déjà de se structurer. Donc à un moment donné, il faut quand même avoir un socle commun pour pas que n'importe qui puisse se reconnaître comme ça. On a le même problème sur l'accréditation à l'ECOSOC. Donc il faut vraiment être sûr qu'on a de vraies institutions qui cochent toutes les cases de l'indépendance. Et donc l'idée à ce moment-là, c'était déjà en 91 de faire une grande conférence nationale qui s'est tenue à Paris et qui a travaillé avec tous les acteurs concernés sur cette définition. C'est pour ça que ça s'appelle les principes de Paris. Et ensuite, que ce soit endossé à tous les échelons pour pouvoir rendre ce cadre le plus universel possible. Et ensuite, que se puisse se définir un système d'accréditation qui est venu beaucoup plus tard, en 99. Donc, le projet, c'était de veiller à ce qu'on n'ait pas n'importe qui rentre pour conseiller les pouvoirs publics et puis surtout qui puisse participer au contrôle du respect par chacun des États de leurs engagements en matière de droits de l'homme. Donc, c'était sécuriser un processus qui était déjà une marche en avant, vérifier qu'on puisse s'outiller le mieux possible, permettre la création de réseaux. Et donc, cette définition a permis aussi au commissariat d'avoir un regard sur le processus. Le sous-comité d'accréditation, il est hébergé à Mota, donc vraiment dans les locaux du Haut-Commissariat. Et tout est endossé par le système lui-même. Donc il y avait à la fois la nécessité de définir des critères minimums, de pouvoir avoir un système où on pouvait dire celles qui sont en chemin pour devenir vraiment pleinement conformes aux principes de Paris, et puis celles qui sont déjà pleinement conformes. Et puis peut-être que c'était une façon de faire monter un acteur tiers qui pourrait être en une interface entre la société civile et les États, et surtout être un acteur qui était institutionnel. Et ça apporte énormément. Je ne veux pas être longue, mais je voudrais juste vous donner un exemple de comment on travaille. C'est-à-dire que la société civile repère un sujet. Je vais parler d'un truc récent, l'allocation adulte handicapé, le sujet de la déconjugalisation. On voyait bien qu'il y avait un sujet droit des femmes qui était extrêmement important. La société civile s'en empare. La CNCDH s'en empare, elle lui donne une couleur institutionnelle. On le met dans le débat public. Le gouvernement n'est pas pour des tas de raisons informatiques ou de dignité, on n'a pas très bien compris. Et ensuite, on va au comité qui fait le suivi de la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées. On a une parole particulière avec les experts. On leur dit, là, il y a un enjeu dans le débat français. Ils mettent dans leurs recommandations qu'ils exhortent la France à procéder à la déconjugalisation de l'AH. Ce n'est pas tout à fait formulé comme ça parce que c'était plus clair. Bon. Nous, on revient. Et on dit, c'est pas la société civile seulement qui vous le dit, c'est pas seulement l'Institution nationale des droits de l'homme qui vous le dit, ce sont les experts donc d'un organe de traité hyper important, donc des Nations Unies. Et à ce moment-là, la bataille, elle est quasiment gagnée. On a coincé le gouvernement qui s'est retrouvé à ce que la nouvelle première ministre, dans son discours de politique générale, c'est quand même pas banal, a glissé
que c'était une question de dignité de procéder à la déconjugation de la hache. Je ne dis pas qu'on gagne sur tout. Il y a plein de sujets sur lesquels on a mobilisé ces experts internationaux, on n'a pas réussi à convaincre et à gagner. Mais ça, c'est un exemple, on en a des tas comme ça, où on voit en fait ce rôle institutionnel, ce rôle d'interlocuteur privilégié des experts des Nations Unies pour faire une bascule au niveau de l'effectivité et au niveau national. Je vous remercie. De toute façon, on reviendra à la aux commissions nationales. Alors maintenant, nous allons entendre monsieur le professeur Moulri Mondelis, qui est professeur au Collège militaire royal de Saint-Jean au Canada, et nous espérons que nous pourrons l'entendre et qu'il nous parlera de la Déclaration universelle et la reconstruction de l'État de droit. Alors, c'est l'attente pour savoir s'il va apparaître sur l'écran. Oui. Bonjour, cher ami. Il va falloir... Il faut mettre le son. Il y a un problème de son. Essayez de parler. Non, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Est-ce que Monsieur Mercier, vous pouvez nous aider ou... Que devons-nous faire? Ça y est? Voilà. Est-ce que ça marche maintenant? Parfait, vous êtes avec nous. Nous vous entendons, monsieur. Donc, professeur, vous avez la parole pour nous parler de l'état de droit. Merci beaucoup. Il y a un bruit de fond, mais je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette journée, notamment le professeur Decaux que je salue, ainsi que Monsieur Mercier. Je suis navré de ne pas pouvoir être en personne, mais je suis content de pouvoir intervenir tout de même pour évoquer la question de la construction de l'État de droit et le rôle de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au risque de toucher à d'autres interventions dans le programme, ce que j'entends évoquer ici, c'est le sens de cette déclaration pour la construction de l'État de droit, mais aussi des défis auxquels la construction de l'État de droit fait face en abordant 3 points. Et le premier, c'est la définition de l'État de droit lui-même. C'est la définition de l'état de droit et l'évolution du sens de l'état de droit. Et sur ce point, je voudrais très rapidement souligner que si on entend souvent parler de l'état de droit dans le discours politique notamment, l'état de droit, c'est un concept très élastique dont le sens évolue. Évidemment, le sens premier, c'est l'idée de contre-pouvoir, c'est l'idée de contrôle qui a été évoquée, mais depuis le XXe siècle en particulier, il y a un accent qui est mis sur la protection des droits de la personne. Et en 2004, un rapport du secrétaire général Kofi Annan a repris ces éléments à la fois formels, mais aussi matériels de l'état de droit, à savoir qu'il s'agit d'un système dans lequel des normes protégeant les droits de la personne peuvent être contrôlées par des organes indépendants et impartiaux. Et cette définition qu'on retrouve dans le rapport du secrétaire général, indique, et je cite,
le concept d'état de droit ou de légalité s'inscrit au cœur même de la mission de l'organisation. Il désigne un principe de gouvernance en vertu duquel l'ensemble des individus, des institutions et des entités publiques et privées, y compris l'État lui-même, ont à répondre de l'observation de lois promulguées publiquement, appliquées de façon identique pour tous et administrées de manière indépendante et compatible avec les règles et normes internationales en matière des droits de l'homme. Il implique d'autre part des mesures propres à assurer le respect des principes de la primauté du droit, de l'égalité devant la loi, de la responsabilité au regard de la loi, de l'équité dans l'application de la loi, de la séparation des pouvoirs, de la participation à la prise de décision, de la sécurité juridique, du refus de l'arbitraire et de la transparence des procédures et des processus législatifs. Alors, c'est ce que j'ai indiqué tantôt, cette définition inclut cette dimension misant sur les droits de la personne et cette référence aux normes internationales relatives aux droits de l'homme couvre justement la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et pour mieux le comprendre, on se rappelle que le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme prévoit qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Alors, sur ce point, on voit que cette définition onusienne de l'état de droit contient le contenu des articles 7 à 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, contenu qu'on retrouve pour l'essentiel à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qu'on retrouve dans d'autres instruments régionaux. Il est aussi important de noter que ce corpus de normes protégeant les droits de la personne trouve aussi écho en droit international humanitaire et en matière de justice internationale pénale. Alors, à la question qui a été posée par vous, Madame la Présidente, est-ce que la question de l'état de droit, ce n'est pas évoquer les droits de l'homme sous un autre vocable? On voit que la réponse est ici affirmative. Et on le voit avec tout l'accent mis par la société internationale, par exemple, sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le crime de génocide. Évidemment, l'enjeu, c'est comment la société internationale répond à la commission de ces crimes dans toutes les régions du monde et par quel mécanisme. Et ce qui est important aussi de rappeler dans le cadre de la Déclaration universelle, c'est qu'il s'agit d'un corpus de normes qui appréhende la dignité humaine, mais dans ses dimensions civiles, politiques, économiques, sociales et culturelles. C'est souligner ici toute la dimension interdépendante et indivisible des droits de l'homme. On va avoir une réaffirmation de l'état de droit tel que conçu dans la déclaration, avec des références à la déclaration dans d'autres résolutions de l'Assemblée générale adoptées ultérieurement et la résolution 48-134 sur les principes de Paris concernant les institutions nationales des droits de l'homme en est une illustration, comme celle sur les défenseurs des droits de l'homme, sans parler de la déclaration issue de la réunion de haut niveau sur l'état de droit tenue en 2012 en particulier. Parce que cette déclaration de 2012 permet de voir l'étendue de la promotion de l'état de droit. Elle précise que l'importance des systèmes judiciaires pour les systèmes
informelle, la justice transitionnelle, la criminalité transnationale organisée, le terrorisme, la corruption et le commerce international. Donc, on voit ici un champ lexical qui permet de voir la promotion de l'état de droit à la fois dans les trois piliers des Nations Unies, si on considère l'action en matière de paix et sécurité internationale, les droits de l'homme et le développement. Euh, Très rapidement, j'aimerais souligner que cette déclaration a permis également des avancées normatives et institutionnelles notables qu'il convient de consolider. Et au titre de ces avancées, c'est une circulation de modèles. On a parlé des institutions nationales, mais on peut voir également la promotion de cours constitutionnels, la promotion d'organes électoraux renforçant les liens entre l'état de droit, la démocratie et les droits de l'homme. On voit également la mise en place à l'échelle internationale de mécanismes qui ont un sens particulier euh, euh, s'agissant du rôle de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans les relations entre les États et le contrôle de l'action des pouvoirs publics s'agissant des droits de l'homme. La procédure confidentielle 1503 qui permet des plaintes sur le fondement de la déclaration, les procédures spéciales thématiques ou par pays misent beaucoup sur la déclaration et on peut comprendre surtout le sens. Je viens d'un pays que vous connaissez, Haïti, qui a connu le travail de Louis Joinet comme expert indépendant. Et je cite Louis Joinet, c'est parce que notamment ses rapports ont été abondamment cités par la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans des affaires qui concernaient la violation du droit à la justice. Et ce qui est intéressant, c'est de voir une juridiction régionale miser ici sur ces rapports d'un expert indépendant comme faisant foi pour trancher une affaire portée à la connaissance du juge. Et mon dernier point que j'aimerais très rapidement soulever, c'est à quel point la reconstruction de l'état de droit invite à une coopération fondée sur cette déclaration comme un instrument vivant dans un monde en crise. Ce que je veux évoquer ici, c'est que nous vivons aujourd'hui une situation dans laquelle on voit des guerres, mais aussi des crises humanitaires nées de catastrophes naturelles, une exacerbation des inégalités sociales et qui contribue à créer un environnement où des crises se prolongent et la société internationale, nous n'arrivons pas à apporter une réponse à ces crises-là. On peut voir un élément intéressant dans l'action de certaines juridictions et quasi-juridictions en matière des droits de la personne qui tiennent compte de certaines de la situation humanitaire dans certains pays. En matière de contrôle de l'action de l'État, en matière de renvoi, je pense à une décision de la Commission interaméricaine des droits de l'homme rendue en 2014, par exemple, en rapport avec un Haïtien que les États-Unis voulaient renvoyer après le tremblement de terre. Je pourrais aussi soulever la question de la réponse des États en matière humanitaire et comment ces États protègent les droits prévus par la Convention européenne dans l'affaire Boudaïeva contre la Russie. Mais une tendance intéressante, et c'est sur ce point que je vais terminer, Madame la Présidente, c'est qu'on voit une certaine tendance, en tout cas dans le langage onusien, qui me semble prometteur. C'est que ce langage mise sur une approche intégrée de l'état de droit, à savoir qu'il ne convient pas seulement de miser sur les droits
qualifiée de civile, dans une vision simpliste, et je dis civile et politique, mais de comprendre que l'État de droit couvre à la fois les droits économiques, sociaux et culturels, et que c'est dans cette perspective-là qu'il convient d'aborder les enjeux de l'État de droit dans la coopération internationale, de façon à ce que, comme le précise la Déclaration universelle, que nous puissions espérer à l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, et qui serait le monde qui pourrait être considéré comme propice à l'émancipation de l'être humain. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, si je vous comprends bien, finalement, la question de l'état de droit recouvre l'ensemble des... Il n'entend pas? Est-ce qu'il entend? Allô? Vous ne m'entendez pas, monsieur? Professeur? Malheureusement, je ne vous entends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Hein? Je vais parler là-bas. Si je parle avec ce micro, vous m'entendez? Vous m'entendez, professeur? Oui, je vous entends maintenant. Non, je vous remercie. Hein. Les problèmes techniques sont toujours présents, malheureusement. Je voulais vous poser une question pour voir si nous vous avions bien compris. C'est que finalement, il y a avènement d'une nouvelle notion qui est celle de l'état de droit. Et donc, vous nous dites que l'état de droit recouvre la vaste panoplie des droits de l'homme existants, droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Et la question que je voudrais vous poser, c'est finalement, quelle est la valeur ajoutée du concept d'état de droit pour l'application et l'effectivité du respect des droits de l'homme? Très rapidement, je pourrais dire que la valeur ajoutée, c'est le fait que l'état de droit permet des actions qui vont au-delà de la protection des droits de la personne dans le cadre des systèmes de protection qu'on connaît, c'est-à-dire dans le cadre du système universel avec les comités onusiens ou les procédures spéciales ou les cours régionales ou les commissions dans le cadre des systèmes régionaux. Parce que l'état de droit va permettre, sur le plan de la diplomatie des droits de l'homme, toute une série d'actions menées par les Nations Unies, l'Union européenne, d'autres organisations internationales qui permettent, dans la coopération internationale, de soutenir quelques initiatives qui ne sont pas forcément dans le régime du système international des droits de l'homme. Donc, je vois une certaine complémentarité d'actions pouvant être menées sur la base de la mobilisation du concept d'état de droit qui permet à la société internationale de mobiliser ce concept en se référant à d'autres instruments, en particulier la Déclaration universelle des droits de l'homme. On le voit avec une mention qui parfois reste très vague, violation des droits de l'homme, mais on voit par exemple au Canada l'adoption d'une loi, la loi Magnitsky, en 2017, qui permet de sanctionner des violations des droits de l'homme comme un régime qui serait prometteur pour sanctionner des violations et donc une forme de mobilisation du concept d'état de droit dans la coopération internationale. J'espère que vous pouvez rester avec nous et puis que nous aurons peut-être d'autres questions avec vous. Alors, pour continuer cette exploration du caractère vivant de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je vais maintenant introduire Madame Anna Glazowski, qui est maître de conférence à l'Université de Strasbourg et qui va parler de l'élargissement des champs et des destinataires de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vous remercie, Madame la Présidente.
Je remercie évidemment les organisateurs pour leur invitation à venir discuter de ce sujet pour un anniversaire évidemment très important pour nous tous en tant qu'universitaires, praticiens ou ex-praticiens et évidemment en tant que simples citoyens. Alors, il m'est donné de travailler à la question de l'élargissement des champs et des destinataires de la déclaration. Et évidemment, il est impossible en 10 minutes de tout couvrir, donc je ferai une sélection. Mais j'aurais d'abord souhaité revenir sur le fait que l'élargissement, d'un point de vue technique ou formel, ne signifie pas évidemment la modification du texte de la déclaration, mais évidemment une adjonction de textes postérieurs. On pense forcément aux conventions fondamentales qui ont permis de reconnaître un certain nombre de catégories de bénéficiaires de droits. On parlait ce matin des femmes, on parle des enfants, mais également des minorités ou encore des apatrides. Et puis, au-delà des conventions, la soft law et les diverses déclarations qui ont permis un certain nombre d'élargissements. Au-delà de l'aspect technique de la question, le titre postule l'existence d'un centre, un centre matériel de destinataires primaires qui se serait donc progressivement étendu à travers le temps. Alors, la perspective est intéressante, mais si on se place du point de vue d'un juriste qui découvrirait aujourd'hui la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la lecture de cette déclaration, et une lecture primaire, on pourrait chercher à dessiner le paysage que décrit la Déclaration universelle des droits de l'homme, et on pourrait avoir tendance à réduire ce paysage à la figure d'un État protecteur, garant, chargé de la responsabilité de protéger les droits de l'homme, et donc d'un rapport entre État et individu. C'est un paysage qui n'est pas inexact, notamment parce que la déclaration elle-même fait référence explicitement aux États. Je pense en particulier au préambule, à l'article 13 dont nous avons parlé ce matin, protégeant la liberté de circulation. L'article 16 également dont nous avons parlé ce matin concernant le droit de se marier. Et l'article 30 qui interdit l'abus de droit. Si c'est un paysage qui serait relativement exact, c'est néanmoins un paysage qui serait tout à fait incomplet, parce que le texte même de la déclaration a envisagé ce paysage de la protection des droits de l'homme de manière beaucoup plus riche, et pour filer la métaphore paysagère, la déclaration comme un sol fécond. Il prévoyait lui-même qu'une dynamique serait possible, et à mon avis, il serait même juste de dire que les rédacteurs de la déclaration espéraient cette dynamique. Et il faut, pour s'en convaincre, à mon avis, dès à présent se tourner vers la clause finale du préambule, laquelle présente la déclaration, et je vous la cite, comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples, toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect des droits et libertés. Il faut voir, à mon avis, dans cette clause une explicitation de la méthode par laquelle parvenir au développement du respect des droits. Et cette méthode suppose évidemment des rouages, des acteurs. Et si l'on regarde a posteriori ces 75 dernières années, il faut considérer, je crois, et constater que l'État n'est pas central et il n'est certainement pas indépassable. C'est logiquement d'ailleurs en cela que la déclaration est universelle et non pas internationale. Dans son cours de 1951 à l'Académie de droit international de La Haye, René Cassin a affirmé deux éléments très importants. Le premier, c'est que la déclaration exclut délibérément le système d'après lequel la société internationale ne serait composée que d'États. Le deuxième, c'est que l'aspect universel de la déclaration se révèle à ce qu'elle ne vise pas l'État comme le seul constant et débiteur de la protection des droits de l'homme. Et je le cite, elle n'a pas érigé en dogme le duo et a fortiori le duel entre l'individu et l'État. C'est donc déjà que chez les rédacteurs, la déclaration était pensée au-delà de l'État. Et ce n'est pas qu'une formule élégante de langage académique. Je crois vraiment que la lecture des travaux, et notamment de la lecture des travaux autour du préambule de la déclaration, l'illustre particulièrement. Je voudrais néanmoins faire référence aux travaux non pas de juristes mais d'historiens, et en particulier ce qu'a écrit l'historien Alexandre Boza dans sa contribution à l'histoire et à la postérité de la Déclaration universelle, publiée l'année dernière aux presses universitaires de Rennes en codirection avec le professeur Decaux et Madame Zuber, dans lequel il a affirmé que la déclaration avait non seulement permis d'inscrire les droits de l'homme dans le paysage et dans le patrimoine politique des sociétés, mais surtout d'en faire un ressort pour l'action.
Et cette idée de ressort pour l'action me semble tout à fait fondamentale. Car si l'on regarde les 75 années qui viennent de s'écouler, il y a lieu de considérer, à mon avis, que la protection des droits de l'homme est devenue à la fois un discours, mais également un processus institutionnalisé qui s'est totalement, même s'il a été souvent ramené à cela, qui s'est néanmoins totalement affranchi de frontières qui seraient indépassables de l'État-nation et a donc ainsi concrétisé l'ambition des rédacteurs. Alors, je souhaiterais revenir simplement sur certains éléments. Dans cette clause finale, je faisais référence à la notion de peuple. On en a parlé ce matin avec le professeur Chabas. Simplement rappeler que, bien que les rédacteurs aient été les contemporains d'Aimé Césaire ou de Frantz Fanon, la déclaration ne consacre pas de droit à l'autodétermination. Mais néanmoins, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les non-alignés eux-mêmes, et notamment à la conférence de Bandung, dans le communiqué final de la conférence de Bandung en 1955, ont mentionné la Déclaration universelle et se sont appuyés dessus pour développer l'idée selon laquelle les droits de l'homme impliqueraient le droit à l'autodétermination. Évidemment, la suite, on la connaît. Hein. Il faut attendre 1966 pour que le droit à l'autodétermination pénètre le champ du droit dur. Mais je crois là qu'il y a effectivement la Déclaration comme ressort et ressource pour l'action, en tout cas des peuples non alignés. Du point de vue de la doctrine, d'ailleurs, c'est René Dénisségui qui l'avait démontré dans sa contribution au cinquantenaire de la Déclaration. Et j'avais beaucoup apprécié, pour ma part, la formule que le professeur Charles Chaumont avait appelée la force créatrice des peuples dans la dynamique du droit international. Un bon exemple de cette force créatrice des peuples se situe dans le champ du droit des peuples autochtones. Vous le savez, le 13 septembre 2007 a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Elle mentionne en son article 1er la déclaration au titre des normes de référence qui permettent de définir les droits des peuples autochtones. C'est le fruit de 2 décennies qui ont été nécessaires pour l'adoption de cette déclaration qui a été adoptée à 143 voix pour et au titre des 4 voix contre figurait notamment l'Australie. Or, comme vous le savez, le mois dernier, l'Australie a proposé un référendum au peuple australien visant à intégrer la notion de peuple autochtone en tant que peuple premier de l'Australie dans la Constitution et à les doter d'un organe dédié à la participation politique. Ce référendum est un échec pour la cause des peuples autochtones, en ce que 60% de la population a voté non. Mais néanmoins, un certain nombre de développements, et je ne vais pas développer ici maintenant parce que je n'ai pas le temps, mais laisse à penser que l'action n'est pas au point mort et qu'il y aura des possibilités pour des développements futurs. On arrive au deuxième aspect de la méthode, c'est-à-dire après les peuples et les nations, les individus et les autres organes de la société. Un tout petit aparté ici pour souligner ce que j'ai eu jusqu'à présent. Dans cette dernière clause finale, il est précisé que tous ces organes et tous ces individus développeront les droits par le biais de l'éducation et de l'enseignement. Et ça me semble un élément fondamental de la méthode. Mais comme mon voisin, M. Singh, en parlera juste après, je ne m'appesantis pas dessus. Au titre de la notion de tous les individus, on pense évidemment à la protection des défenseurs des droits. Dans sa déclaration du 9 décembre 1998 sur les défenseurs des droits de l'homme, l'Assemblée générale des Nations unies a donné une définition très ample à cette notion de défenseur des droits. Et peut-être au-delà de cette définition très, très ample, à laquelle je vous renvoie au texte de la déclaration, il est assez intéressant de relever que la déclaration met en garde contre tout risque de privatisation de la protection des droits de l'homme, puisqu'elle rappelle dans son préambule que, je la cite, « C'est à l'État qu'incombe la responsabilité première et le devoir de promouvoir et protéger les droits et les libertés fondamentales. » On peut ici observer une précision de la dynamique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que si l'État n'est pas le seul débiteur de la protection des droits de l'homme, il en est néanmoins le premier responsable. Et donc, au fil du temps, vous voyez se développer une certaine conception de la place de l'État dans la protection des droits de l'homme.
Au sujet des défenseurs des droits, et je signale ici, pour celles et ceux d'entre nous qui, comme moi, auraient besoin d'optimisme en ces temps troublés, que l'actuelle rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits, Mary Lawlor, a publié un rapport sur les 25 années écoulées dans lequel elle revient sur les progrès, les sources d'optimisme pour le futur. Et donc, je vous invite à aller le consulter les jours de temps un peu gris. Enfin, pour ce qui est de la notion de tous les organes de la société, on a déjà parlé évidemment des institutions nationales de protection et de promotion des droits, donc je ne reviens pas là-dessus. On a un petit peu parlé des organisations non gouvernementales, lesquelles ont été expressément consacrées par la déclaration de 1998, avec une reconnaissance institutionnelle progressive qui est très importante. Et deux autres, alors on a aussi parlé des entreprises ce matin, donc je ne vais pas non plus développer ce point, simplement mentionner un autre organe de la société qui est resté dans l'ombre jusqu'à présent. Je pense en particulier aux syndicats. C'est un domaine qui est sans doute moins connu ou moins visible, mais on peut relever que quelques mois avant l'adoption de la Déclaration universelle, en juin 1948, avait été adoptée la convention numéro 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale, à laquelle il est fait référence explicitement à l'article 8 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Vous le voyez ? Il semble que le texte de la déclaration ait permis par lui-même, par son énoncé, ce développement. Et simplement pour conclure, j'aimerais faire un petit renvoi à ce que Mme Questio disait ce matin dans son témoignage sur le président Cassin, et qui soulignait que celui-ci s'était entouré de jeunes juristes en qui il avait placé sa confiance. Et puisqu'on fête un anniversaire, moi j'aimerais formuler un vœu. Madame la Présidente, c'est que, en fait, dans 75 ans, c'est-à-dire en 2098, quand il s'agira de fêter les 150 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et que plus personne d'entre nous, sauf les plus jeunes qui se situent ici, seront peut-être encore là pour témoigner, eh bien, je fais le vœu que les juristes que l'on appelle aujourd'hui les générations futures, les juristes de demain, continuent sans faiblir à cultiver ce champ fécond qu'est la Déclaration. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais vous poser une question parce que vous m'avez intriguée à un moment. Quand on regarde bien la Déclaration universelle des droits de l'homme, je crois l'on peut dire que c'est la dimension individuelle qui prime. Et je la regardais juste quand vous parliez pour m'en assurer. Évidemment, quand on regarde les pactes internationaux sur les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, la dimension collective dans ses facettes variées va être affirmée. C'est un nouveau monde avec de nouveaux acteurs, de nouvelles préoccupations internationales. Et alors donc, dans cette dimension collective, alors on est d'accord pour dire qu'il y a des droits individuels qui peuvent s'exercer collectivement et qui doivent s'exercer collectivement, mais il y a aussi dans les droits de l'homme, dans le monde des droits de l'homme, cette dimension collective, c'est-à-dire en termes de titulaires, le peuple autochtone, la minorité ou d'autres groupes humains. Et vous avez dit, si je vous ai bien compris, que les peuples autochtones pouvaient trouver protection dans le cadre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je voudrais que vous reveniez sur celle-ci, parce que la question que je me pose, c'est finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de trop forcer ce texte pour lui faire dire des choses qu'il ne disait pas à l'origine ? Alors, la dimension collective est effectivement une chose, mais je crois que la dimension collective est susceptible de se rattacher à des aspects individuels, et je crois que les développements du Comité des droits de l'homme, l'organe chargé du contrôle du pacte international relatif aux droits civils et politiques, a été particulièrement éclairé dans sa manière d'interpréter le pacte, notamment dans cette affaire qui concernait les habitants du détroit de Torres et qui agissait contre l'Australie au regard de la méconnaissance par l'Australie de ses engagements climatiques, ces peuples faisant face à un risque non seulement imminent mais avéré de submersion. Et le comité a, dans son interprétation du pacte, reconnu l'existence de particularités de la vie autochtone dans le champ du droit à un domicile. Et en réalité, je ne suis pas certaine
qu'on puisse considérer qu'il y ait une manière de forcer le texte du pacte ici, simplement considérer qu'il y a un certain nombre d'individus qui considèrent leur rapport à la terre et à l'environnement comme faisant partie de leur personnalité. Et donc, en lien avec cette interprétation dynamique de la personnalité et du rapport à la terre, je pense qu'on a matière à développer. Mais évidemment, si la question c'est de savoir si à chaque développement il y a forçage du texte, alors là, on est sur encore une autre perception. Je vous remercie. De toute façon, je pense que ça prêtera à discussion avec la salle. Maintenant, nous avons notre dernier intervenant, M. Kishore Singh, qui est ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'éducation et qui va nous parler de la portée du droit à l'éducation et la formation aux droits de l'homme. Oui. Bonjour. Je souhaite tout d'abord exprimer ma gratitude aux organisateurs de m'avoir invité à cette journée internationale à l'occasion du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je me réjouis d'autant plus que, en proclamant la Déclaration universelle le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies avait exprimé des attentes élevées, estimant la Déclaration universelle, et je cite, comme l'idéal commun à attendre par tous les peuples et toutes les nations, et cela afin que tous les individus et tous les organes de la société ayant cette déclaration constamment à l'esprit s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ses droits et libertés. Il est clair que la communauté internationale fondait donc de grands espoirs sur l'enseignement et l'éducation comme moyen privilégié pour l'exercice universel des droits humains énoncés dans la Déclaration. Comme un élément fondamental du développement humain, l'éducation occupe aujourd'hui une place importante dans la vie des individus et de la société. Elle joue un rôle clé pour le développement durable et aussi pour la préparation des enfants et des jeunes pour la responsabilité de l'avenir. Droit à l'éducation, qui est défini par la Déclaration dans son article 26, a une très large, très grande portée parce qu'il englobe l'éducation à tous les niveaux et dans toutes ses formes, allant de la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur, mais aussi l'éducation formelle et non formelle. Cette portée est élargie par le nouveau concept d'éducation tout au long de la vie, émis par l'agenda pour le développement durable à l'horizon 2030. Droit à l'éducation est aussi un droit transversal, un droit humain indispensable pour exercer tous les autres droits de l'homme, politiques, civils, économiques, sociaux ou culturels, et il constitue donc le socle des propositions par la Commission sur les droits, sur le futur de l'éducation instituée par l'UNESCO en 2019, qui a proposé un nouveau contrat social avec un engagement en faveur de l'éducation en tant qu'un projet public et un bien commun de la humanité. C'est le dernier développement au niveau de réflexion sur le concept de l'éducation, et on doit donc revenir sur le cadre juridique de droit à l'éducation comme défini dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'accès universel à l'éducation gratuite et sans discrimination ni exclusion, on peut dire entitlement, et l'autonomisation des individus par l'éducation visant au plein épuisement de la personnalité humaine, c'est-à-dire empowerment, sont des deux piliers de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le droit à l'éducation se heurte à des obstacles et des contraintes majeures, et cela, nous devons réfléchir sur ces contraintes à la lumière des dispositions
dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi le cadre juridique établi par la suite par les conventions internationales relatives aux droits de l'homme basées sur la Déclaration universelle. Dans un monde inéquitable et non exclusif, garantir le respect des droits à l'éducation est un défi majeur, d'autant plus que les inégalités et la marginalisation dans l'éducation sont aggravées par la montée du privé, fortifiée par le numérique. Loin d'être un bien public, l'éducation est devenue une marchandise. Business dans l'éducation, business prend des proportions alarmantes avec l'introduction de technologies numériques comme l'accès à l'éducation en tant que droit est paralysé par les fractures numériques. Sauvegarder l'éducation de la montée du privé et préserver l'éducation comme un droit inaliénable, comme un bien public et donc un impératif moral et juridique. On assiste aussi aujourd'hui à la dégradation de la qualité de l'éducation et le phénomène de mauvais résultats d'éducation et d'apprentissage est devenu une préoccupation constante et à niveau international. Donc, il faut absolument insister sur la responsabilité des États pour agrandir, élargir le système de droit, système d'éducation publique en fonction du droit à l'éducation. Un autre défi, c'est que la vocation majeure de l'éducation est en jeu. Le système éducatif devient une question de technicité aujourd'hui, accordant primauté aux métiers techniques, purement, management, informatique, finance, e-business, etc., au service des grandes entreprises et au détriment de la mission humaniste de l'éducation. Les connaissances et les savoirs de lettres, de philosophie, de sciences sociales et humaines, sources et fontes de valeurs humaines, sont dévalorisées. Il nous incombe d'empêcher donc les tendances de réduire l'éducation à sa vocation purement technique et d'assurer que le système éducatif accorde la primauté aux valeurs humaines, quel que soit le mode et méthode de l'éducation et l'apprentissage, et de préserver la mission humaniste de l'éducation. Je voudrais aborder la crise des valeurs alors que nous traversons aujourd'hui. Les enfants et les jeunes deviennent déracinés des valeurs humaines avec un manque de respect pour leurs enseignants, pour leurs parents et même la communauté. L'école, plutôt que d'être un lieu pacifique, engrainement de convivialité, devient assujetti à la violence. Il est donc nécessaire de promouvoir la culture des droits de l'homme et construire un environnement scolaire épris de paix et des droits de l'homme. Je pense que dans 2012, les ministres de l'Éducation de l'Europe ont aussi exprimé leurs préoccupations pour ce qui est cette crise de valeurs en insistant sur l'éducation et valeurs par les droits de l'homme, fondées sur les droits de l'homme. La crise de valeurs est également aggravée par l'effet néfaste du numérique sur les valeurs humaines, sur le système éducatif et sur la société aujourd'hui et de demain. Il nous incombe donc d'assurer que l'introduction du numérique dans l'éducation ne paralyse ni ne compromette la mission de l'éducation et vocation même que je viens d'évoquer. Quel que soit le système de l'éducation et quel que soit le pays concerné. Si vous permettez, je voudrais évoquer à cet égard un roman que j'aime beaucoup, Richard Paul Evans, The Step of Faith. Il a écrit, je dis en anglais et je traduis, What a culture we are living in. We are swimming in the ocean of information and we are drowning in ignorance. Quel genre de culture nous vivons aujourd'hui? Nous nageons dans l'océan de l'information, mais nous nous noyons dans l'ignorance. Et c'est une question fondamentale pour ce qui est le rôle de l'éducation comme droit humain, où sont des savoirs et des connaissances comme étant au premier plan dans le système d'éducation. Face à ces défis,
renforcer l'action normative au niveau national et impérative en s'inspirant de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi dans le cadre de la Déclaration des Nations unies sur l'éducation et formation aux droits de l'homme. Et je voudrais à cet égard féliciter M. Decaux qui a parrainé cette cause. Cette Déclaration des Nations unies sur l'éducation et formation aux droits de l'homme met en avant le devoir des États et donc responsabilité des États, et je cite, à veiller à ce que l'éducation vise à renforcer le respect des droits de l'homme et libertés fondamentales conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions internationales relatives aux droits de l'homme. L'autorité publique doit garder à l'esprit que l'éducation et formation aux droits de l'homme englobe l'éducation sur les droits de l'homme, bien sûr, qui consiste à faire connaître et comprendre les normes et les principes relatifs aux droits de l'homme et les valeurs sous-tendantes et le mécanisme qui les protège. Reconnaissons l'éducation aux droits de l'homme qui respecte la diversité culturelle, qui favorise la paix et le développement durable. L'UNESCO vient d'adopter, il y a quelques jours, le 20 novembre, une recommandation sur l'éducation pour la paix, les droits de l'homme et le développement durable. Et cette déclaration s'insère dans le cadre de réflexion de l'UNESCO sur le futur de l'éducation que je viens de citer. Selon cette déclaration, il est responsabilité des États, et je cite, de promouvoir et cultiver une éthique de citoyenneté mondiale et de responsabilité partagée pour la paix, les droits de l'homme et le développement durable. À l'occasion de la 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous devons donc nous consacrer à sauvegarder les idéaux et les valeurs consacrées par la Déclaration en reconnaissant la place centrale de l'enseignement et l'éducation, tout en prévenant la marchandisation de l'éducation ainsi que la déhumanisation de l'éducation par les effets néfastes du numérique, surtout l'intelligence artificielle qui risque de dépasser le humain. Les engagements renouvelés sont nécessaires envers les idéaux et les valeurs humaines que la Déclaration universelle entérine et de donner une impulsion, voire un élan à l'enseignement et l'éducation aux droits de l'homme dans un esprit de sauvegarder l'éducation de toutes les forces privées et de valoriser sa mission humaniste. En guise de conclusion, permettez-moi de faire une suggestion. Et cela basé sur mon rapport à l'Assemblée générale des Nations unies. Comme vous le savez, des épreuves internationales administrées par l'OCDE dans le cadre du programme pour International Student Assessment, PISA, qui est connu mondialement, ou plus particulièrement en Europe, les PISA sont centrés sur l'exercice, l'élément clé, centré sur la compréhension de lecture, reading, mathematics et des sciences et des langues, notamment les langues importantes européennes, anglais ou français. Alors que l'acquisition des connaissances relatives aux valeurs et droits de l'homme, ainsi que le respect pour la diversité culturelle, devait être placé au premier plan dans toute évaluation de la qualité de l'éducation. Donc, il faut insister auprès des autorités de l'OCDE qu'on revoie ce système de PISA pour donner une place aussi importante à des valeurs consacrées par la Déclaration universelle des droits de l'homme et à la mission humaniste de l'éducation, à ce qui fait de l'homme. Je pense que c'est Montesquieu qui a dit, peu importe que je suis français, surtout, avant tout, je suis un être humain. Je vous remercie de votre considération. Je vous remercie beaucoup. J'avais une question ou une observation. Quand on regarde l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit à l'éducation est mentionné et il dit que c'est à l'école primaire, dans l'enseignement, enseignement élémentaire, enseignement technique, professionnel, accès aux études supérieures. Mais finalement, quand on parle de l'éducation aux droits de l'homme, cette éducation, elle doit être bien au-delà de l'école ou de l'université.
Est-ce qu'il y a une réflexion sur qui est en charge de l'éducation des droits de l'homme et quelles seraient finalement les institutions qui devraient avoir cette responsabilité dans notre société? Si j'ai bien compris votre question, je pense que la responsabilité incombe sur les États. C'est les États qui sont responsables toujours pour la mise en œuvre en premier plan. À côté, bien sûr, il y a toutes les sociétés civiles et d'autres acteurs de la société qui sont aussi impliqués. Je pense personnellement que tout ce que vous avez dit, enseignement à tous les niveaux d'éducation, à tous les niveaux primaires, secondaires, supérieurs, etc., progressivement, ça doit être gratuit. Au moins, aujourd'hui, nous devons insister que c'est gratuit au niveau de l'éducation de base. Mais ce qui est principalement en jeu, je n'ai pas dit ça, mais je voudrais aussi insister sur ça, que l'UNESCO a fait un certain programme lancé, mais l'UNESCO n'a pas fait grand-chose. Il faut reprendre ça pour revoir de près, par une commission ou comité d'experts que vous voulez, continuer de l'éducation au niveau primaire surtout. Si vous faites un recensement de contenu de système d'éducation, manuel scolaire ou tablette ou peu importe, vous verrez de quoi il s'agit. Je vous donne un exemple très récent, même en Europe. J'ai lu il y a quelques mois un article sur la Suède où on a dit que la Suède a interdit de tablettes parce qu'il fallait revenir sur le manuel scolaire pour ce qui est santé mentale, etc., etc. Et très récemment, 3 jours, je ne me souviens pas très bien, j'ai lu un article avec beaucoup de plaisir dans le monde que dans l'enseignement technique supérieur en France, il y a toutes ces questions de valeur et de status mental des étudiants. Il faut revoir que les grosses entreprises interviennent tout le temps pour pouvoir assurer la même mise sur l'éducation et orienter dans la direction qu'ils souhaiteraient, peu importe le droit à l'éducation ou valeurs humaines. Je vous remercie. Donc maintenant, nous avons une période pour les questions, les commentaires. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà des questions, ou si... Bien sûr. Comme le sujet qui m'intéresse principalement, c'est la place de l'État et le rôle de l'État justement sur l'éducation, on peut noter un renversement, en tout cas en ce qui concerne la France et la position de la France sur ce sujet, sur la logique qu'entretient l'État et l'éducation. Vous le savez, le droit à l'éducation n'est pas contenu dans le texte même de la Convention européenne des droits de l'homme, mais fait l'objet d'un protocole additionnel. Et dans les travaux préparatoires à l'article 2 du premier protocole additionnel, il y a un certain nombre d'échanges entre les États sur la responsabilité de l'État et le lien, enfin, ou plutôt l'équilibre à réaliser avec l'éducation parentale. Et l'enjeu à ce moment-là, donc on est dans les années 50, c'est de faire en sorte que l'État ne s'immisce pas dans l'éducation parentale. Donc il y a une dimension plutôt de liberté privée, quelque part, autour de l'éducation. Or, je ne sais pas si vous avez suivi ces débats, mais il y a quelques années, à la faveur des débats sur la loi séparatisme, notamment, a ressurgi sur le devant de la scène la question de l'éducation et de la responsabilité des parents pour retirer, entre guillemets, alors c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas, pour retirer l'influence familiale, ou en tout cas réimposer la présence de l'État dans le champ de l'éducation de la toute petite enfance, puisque donc on a réduit l'âge d'entrée à l'école maternelle obligatoire à 3 ans, puisque jusqu'à présent c'était 4. Avant cela, je crois même, c'était 5 ou 6. Et donc, ouais, 6 peut-être. Et donc là se joue sur quelque chose, encore une fois, d'individuel, le droit soit des parents, soit de l'enfant, une dimension collective et un enjeu théorique sur la place de l'État, sur lequel je voulais attirer votre attention. Monsieur Singh, oui. Parlez avec votre micro proche du... Oui, je vous remercie. En fait, c'est une question clé. Et je pense personnellement qu'il faut bien comprendre le cadre juridique de droit à l'éducation établi par la Déclaration universelle des droits de l'homme et moralement et donc juridiquement institutionnalisé par les conventions internationales. Il est absolument clair, et j'apprécie beaucoup votre intervention, si je comprends ça en anglais, on dit statisme. L'État n'a rien à voir avec l'éducation en principe, si on peut. Ce n'est pas grave. Au contraire, l'État pourrait avoir tout l'enseignement seulement étatique. Ce n'est pas grave non plus.
Ce qui est grave, c'est l'étatisme. C'est l'État impose les valeurs. Et c'est aussi grave si les valeurs sont imposées par le privé, par l'éducation, par les associations, etc., etc. Donc, le droit à l'éducation est extrêmement clair. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme aussi. C'est que, exercice pratique, que les parents ont liberté d'impartir l'éducation selon leur philosophie. C'est tout à fait normal, mais à la condition que le minimum standard de l'éducation soit respecté. Et ces minimum standards sont des valeurs, normes, etc., consacrées par la Déclaration universelle des droits de l'homme, établies par les conventions. Je souhaiterais aller plus loin aussi, si vous m'accordez une seconde plus. Vous savez, il y a énormément de débats sur homeschool, élever les enfants à l'école, à la maison. Ça a été un peu nordique. Je pense que maintenant, il y a une tendance pour revenir sur l'école. Et il y avait énormément d'articles qui ont été diffusés faussement dans le monde pour dire qu'il faut abolir l'école, ça ne sert à rien, etc., etc. Mais maintenant, on reconnaît l'importance de l'éducation après la pandémie et on reconnaît davantage l'importance de l'enseignement. Et je dirais, pour conclure, que ce qui est fondamental, c'est la mission humaniste de l'éducation en gardant face-to-face education en tant que possible. Parce que c'est le droit d'impartir des valeurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Là. Merci. Bonjour. Merci déjà beaucoup à tous les intervenants et intervenantes pour ces prises de parole intéressantes et inspirantes surtout. J'avais une question principalement pour Madame Lafourcade et peut-être dans une certaine mesure Madame Glazewski. Vous avez parlé d'une relecture de la DUDH. Je voulais savoir, donc on sait que les ONG, notamment par exemple en tête, j'ai l'ONG Nouveau Droit de l'Homme en tête, poussent donc à une actualisation de la DUDH. Est-ce que vous savez si des travaux au niveau institutionnel, donc est-ce que par exemple les experts juridiques de l'ONU se sont emparés de la question et travaillent actuellement déjà sur une relecture de la DUDH? Et sinon, est-ce que c'est quelque chose, vous pensez, qui sera initié sur le moyen terme? Alors, je pense qu'on est nombreux à penser qu'il ne faut surtout pas ouvrir cette magnifique déclaration universelle, vouloir la toucher, la retravailler. Elle doit être intangible parce que n'oublions pas qu'elle a été adoptée par consensus à l'unanimité des États de l'époque. Il y en avait 51. Donc ça veut dire que 70% des États actuellement constitués comme États n'existaient pas à l'époque. Et qu'il y a des vents contraires concernant les droits humains, avec des visions concurrentes qui sont de plus en plus puissantes, sur lesquelles il faut être très très vigilant, ce qui réactualise la force de notre engagement. Donc il faut lutter en fait. Donc il ne faut surtout pas vouloir ouvrir et transformer et ajouter. Certains disent oui non mais Internet n'existait pas à l'époque donc elle est obsolète. Enfin voilà, non, ça voilà, c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Par contre, là ça vient d'être illustré. Entre les intérêts collectifs, on a vécu la pandémie, l'obligation de se vacciner ou pas. On voit bien qu'en fait, les droits, par quelques-uns qui sont toujours indérogeables, jamais sujets à limitation, etc., mais qui sont extrêmement peu nombreux, tous les autres sont sujets à limitation, qui doivent être nécessaires, proportionnés au but recherché, avec une limitation adaptée au but recherché et toujours non discriminatoire. Et donc, on peut tout à fait concevoir ce même corpus, donc la Déclaration universelle qui pose des principes extraordinaires, et toutes les conventions internationales qui, elles, sont contraignantes et qui sont du droit au sens vraiment plus classique, on l'entend, et avoir ce regard sur chacun des droits, la question de l'ingérence de l'État dans le droit d'éduquer ses enfants, il n'y a pas un droit... il y a tout à fait, enfin, il y a un droit à l'instruction, etc. Mais donc, où on place le curseur, ça dépend de grands équilibres. Et donc, ce que je trouve intolérable aujourd'hui, c'est les gens qui opposeraient le respect des droits humains à l'aune en opposition au respect des droits de la nature, du climat, voilà. Ce sont deux choses qui marchent ensemble. On ne peut pas être en bonne santé sur une planète malade. Donc,
concevoir nos droits comme si il fallait les protéger contre ces Khmers verts qui veulent tout chambouler, etc., c'est absolument une erreur complète. On est dans des animaux, on est dans un écosystème et nos droits sont extrêmement importants. Et ces droits-là, ils peuvent tout à fait trouver à être effectifs, à être pleins, entiers, pleins d'enthousiasme et épanouissants pour chacun, et surtout à concrétiser la dignité humaine, tout en étant dans une perspective de respect des droits des autres, des populations autochtones, du collectif. Et c'est aussi en fait ce que portait la France quand même quand elle a fait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le citoyen, il s'incarne dans une participation un peu plus politique. Donc on voit bien qu'en fait cette relecture, c'est aussi un regard qui chez nous est très naturel, chez les anglo-saxons peut-être un peu différent, et qu'en fait c'est les préoccupations du moment qui impose une interprétation à la lumière des circonstances actuelles et de la vie contemporaine, que permet la concision de l'énoncé de chacun des droits. Les droits, ils ne sont jamais énoncés de manière extrêmement détaillée, ils sont toujours très concis, très ramassés. Et ça permet de laisser aux organes autorisés d'interprétation, je pense aux organes de traité par exemple, ça leur permet de faire de la dentelle, du cousu humain, pour pouvoir être avec la meilleure effectivité compte tenu des enjeux du monde actuel. Je vous remercie, monsieur, merci. Il y a voilà, 2 questions, madame, au milieu. Voilà. Bonjour et merci pour vos interventions à tous. J'avais une question pour madame Glazewski concernant l'autodétermination. Tout à l'heure, vous avez dit que l'autodétermination n'était pas dans les idées primaires de la Déclaration universelle des droits humains. Mais ce que je me demande, c'est quand on voit les propos, les racines philosophiques de la notion même de dignité, quand on regarde par exemple les œuvres de Kant, la notion même de dignité n'apporte-t-elle pas justement cette idée d'autodétermination? Et en ce sens, n'était-elle pas intrinsèque en fait au système même de dignité, de l'article 1 du coup, voilà. Non ? Oui, merci. Merci beaucoup pour cette question. Alors, j'ai dit que l'autodétermination n'était pas dans le texte formellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas dans l'esprit. Et si on revient justement à la définition de cette clause finale qui est chère à mon travail là, il y a lieu de s'intéresser à la notion de tous les peuples. Ce n'est pas tant la notion de dignité que la notion de tous les peuples. Ce qui est peut-être intéressant de souligner, c'est que l'inclusion du mot « peuple » dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été initialement fait sous l'impulsion, je parle sous le contrôle du professeur Chabas, il ne faut pas que je me trompe, sous la première impulsion de l'URSS, qui voulait voir reconnaître explicitement dans le texte de la déclaration les peuples non autonomes. Et face à cela, par exemple, le gouvernement français a répondu que ce n'était pas forcément nécessaire de mentionner les peuples non autonomes parce que finalement, la notion d'universalité incluait par un peu une opération divine ou magique, tous les peuples. Il y a eu un débat qui s'est joué et la solution de compromis, si je puis dire, a été retenue par la Chine, qui a proposé la notion de tous les peuples, sans définir si c'était des peuples autonomes, non autonomes, des territoires, etc. Et c'est notamment une formule qui a eu la faveur de Eleanor Roosevelt, qui a dit à ce moment-là que ça présentait l'intérêt de ne pas figer la notion de peuple dans le temps. Et donc de ne pas graver dans le marbre de la déclaration cette idée de peuple non autonome qui serait vouée progressivement à disparaître. Bon, le professeur Chabas ne fronce pas les sourcils, donc je crois que c'est bon. La deuxième chose, c'est qu'ensuite, vous avez absolument raison de dire que en fait, rien n'empêche une interprétation de la dignité comme justement en pleine reconnaissance d'un droit à l'autodétermination, qu'il soit collectif ou individuel. Et c'est quelque chose qui a été développé, je le disais, à la conférence de Bandung, où a siégé pour le Liban Charles Malik, qui était aussi rédacteur pour le Liban de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
et qui a, je l'ai lu dans une thèse sur le sujet, qui a en fait présenté la déclaration aux non-alignés en amenant le texte. C'est un détail, mais il a fait circuler le texte et il a influencé vraiment la conférence de Bandung pour essayer d'aligner la question de l'autodétermination avec celle des droits de l'homme et réciproquement. Donc je pense que le texte était fécond, je pense qu'il était chargé d'attentes, que cette notion de peuple n'est pas neutre du tout, parce qu'elle a donné lieu à un échange que vous retrouvez dans les travaux du comité de rédaction et notamment du comité du préambule, et qu'ensuite, c'est encore une fois par une mobilisation juridique par les principaux concernés que les potentialités voient leur chance de prospérer. Je vous remercie. Je voudrais simplement dire, et il y a monsieur après, mais après vous, que la question de nous, les peuples, elle est dans la Charte des Nations Unies. Elle est dans la Charte des Nations Unies. Il y a l'objectif de l'autodétermination, mais il n'y a pas encore l'affirmation du principe. Hein. À l'époque, c'est vraiment dans les années 60 que tout ça va se consacrer. Monsieur. Ouais. Oui, bonjour. Jean-Claude Baudry, président de la Ligue universelle du bien public. Nous avons nos origines en tant qu'ONG aux premières heures de l'ONU. Donc nous sommes sur le bien public, mais qui rejoint, nous avons toujours travaillé en partenariat et comme de rail, bien sûr les droits de l'homme, c'est fondamental. Et d'ailleurs en 2010, l'ONU a fait de cette année l'année du bien public en y ajoutant donc aux droits initiaux, fondamentaux du peuple de vivre sur une terre, en pouvant respirer, boire et se nourrir d'une manière presque obligatoire, puisque la terre, elle appartient à des peuples, mais après, on sait très bien que c'est l'administration qui a découpé. Eh bien, nous y avons adjoint le droit à la santé et à la communication, sans changer les fondamentaux. Ce qui revient à dire que pour moi, la Ligue des droits de l'homme, elle est comme les 12 commandements, elle est gravée dans la pierre et on ne doit pas y toucher. Je suis tout à fait d'accord avec vous et jusqu'à mes derniers jours, je crois que je continuerai à battre ceux qui sont contre. J'étais d'ailleurs à Strasbourg, c'est pour ça que j'étais en retard, puisque au Conseil de l'Europe, il se crée un nouveau département qui est la jeunesse, sport et handicap, dont nous sommes aussi... Voilà, et on s'en verra certainement prochainement. J'ai dit. Est-ce que l'une veut... Simplement revenir sur ce que tu disais, Magali, précédemment, sur ne surtout pas toucher un texte. En fait, je crois que l'idée, c'est de ne pas introduire de cheval de Troie qui serait régressif. Et il y a quelques éléments quand même qui sont intéressants. Je pense en particulier à la récente élection de la juge d'Onohu à la Cour internationale de justice, qui dans son plaidoyer avait dit qu'il faudrait toiletter le texte du statut et notamment enlever la référence aux États civilisés. Les nations civilisées, merci Sébastien. Et l'enjeu, évidemment, c'est cette notion de nation civilisée semble tout à fait obsolète, mais l'enjeu, si on ouvre cette boîte de Pandore qui est la re-rédaction, c'est de régresser sur un certain nombre de sujets. Donc si on retouche à ces textes avec un principe de non-régression, ok, mais effectivement, on n'a pas de principe de non-régression encore suffisamment robuste ni suffisamment existant, tout court. Merci, monsieur. Oui, je voudrais revenir sur l'effectivité de la Déclaration universelle et sur sa dynamique. L'ONU, consciente des limites de son action, lance pour cette année, en 2024, un sommet de l'avenir pour essayer de voir comment améliorer le fonctionnement du multilatéralisme et le rendre plus effectif. Est-ce que vous auriez des suggestions à faire sur ce qui pourrait permettre une meilleure effectivité de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Et j'ai une deuxième question. Vous avez dit la diversité des acteurs qui doivent jouer dans la mise en œuvre de la déclaration. L'ONU, là aussi, est conscient de l'intérêt de faire intervenir la société civile et dans la préparation du sommet de l'avenir, organise en mai prochain à Nairobi une conférence
des sociétés civiles pour qu'elles apportent leur contribution à la réflexion. Comment vous verriez une meilleure association de la société civile aux réflexions et au débat de l'ONU? Oui, je me permettrai de... Vous voulez, allez-y, puis après je dirai quelque chose. Alors, sur votre première question, merci, elle est au cœur de la question, en fait, rendre les choses plus efficaces, plus effectives. Je crois qu'il est très important que les États soient obligés, alors par engagement volontaire et puis après par contagion, de mettre en place des mécanismes de suivi, des recommandations qui sont adressées par les organes de traité, par le Conseil des droits de l'homme dans le cadre de l'examen périodique universel ou par les rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui viennent faire des visites officielles dans les pays et qui sont des vrais audits de ce qu'il faut faire pour que le droit dont ils sont chargés de veiller au respect, au bon respect, soit mis en œuvre. Et donc on manque de ces organes, enfin d'un mécanisme national de suivi de ces recommandations qui soit à la fois interministériel mais qui fasse rentrer des institutions nationales des droits de l'homme et éventuellement aussi des ONG qui sont reconnues, de façon à ce qu'on puisse régulièrement se dire, voilà, il y a eu telle et telle recommandation qui se recoupe. Si vous regardez un ouvrage que fait la CNCDH depuis quelques années, grâce au professeur Decaux, qui est Droits de l'homme en France, tous les 2 ans, 3 ans, on publie l'état des recommandations adressées à la France, et vous voyez à quel point, en fait, c'est toujours les mêmes thèmes qui ressortent. C'est pas que les recommandations ONU, c'est aussi les condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme. Tout ce monde-là se parle pas assez, en fait. Et donc le rôle des institutions nationales, c'est éventuellement d'informer tel et tel comité que tel autre a dit ceci sur la même situation en France, puisqu'en fait, comme les droits sont interdépendants, beaucoup s'intéressent au même sujet. Et récemment, on a eu le comité sur les droits des femmes, le CEDAW, c'était le 17 octobre. Il y a des sujets qui intéressent les filles, donc les mineurs, il y a des sujets qui intéressent les femmes handicapées, donc le comité sur le suivi de la Convention handicap. Il y a énormément d'autres sujets qui sont traités ailleurs. Et il est important que tout ça ne fasse pas des différences de texte qui permettent à l'État de dire « Ouh là là là, on me demande des choses qui sont un petit peu différentes ». On le voit actuellement sur la définition du viol, où on nous dit que la directive européenne pourrait être formulée de façon différente que la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe, et que donc du coup ça risque de rendre l'ordre juridique illisible. Ça, c'est des techniques pour l'État pour ne pas respecter les droits. Donc il faut que tout ce monde-là se parle, et pour ça il faut qu'il y ait des mécanismes aussi internationaux de suivi au niveau national qui permettraient de faire le point de manière régulière, de façon qu'après chaque examen, la délégation française ne reparte pas à Paris, au Quai d'Orsay ou ailleurs en se disant ça y est, l'épreuve est passée, on se revoit dans 5 ans. Il faut absolument que derrière, il y ait cette redevabilité du gouvernement sur comment il respecte ce qui a été énoncé par les organes habilités à l'interprétation des textes internationaux des droits humains. Je vais demander à Monsieur Mondélis s'il a quelque chose à dire. Je ne sais pas s'il nous entend, parce qu'on ne le voit pas, donc on ne sait pas s'il est avec nous ou pas. Vous êtes là, Monsieur Mondélis? Je suis avec vous et je vous oui, entends. Voilà. Est-ce que vous auriez votre point de vue sur le sommet qui aura lieu en 2024 et la place que les droits de l'homme devraient éventuellement occuper dans ce sommet? L'introduction de l'intervenant qui a posé la question montre certains enjeux, évidemment, et l'humilité qu'il faut cultiver dans les approches. Mais il y a plusieurs idées que nous avons pu soulever dans le cadre de ces échanges. On a parlé notamment du rôle des acteurs locaux. On a parlé des institutions nationales. Et évidemment, je pense que ces institutions nationales ont d'autres promesses qui ont été probablement très peu explorées. Dans certains systèmes, la tierce intervention pourrait
par exemple, permettre à ces institutions d'exprimer un point de vue qui pourrait servir l'interprétation du droit interne, par exemple. Je pense également que dans la coopération au développement et humanitaire, les institutions nationales pourraient jouer un rôle parce que dans le cadre de leur mission, l'attention portée aux droits de l'homme constitue un élément qui pourrait être important. Et la coopération internationale devrait aussi, à mon avis, tenir compte du fait que certaines initiatives et des mécanismes en place ne permettent pas d'atteindre les personnes qui sont en réalité les vraies victimes des violations en série des droits de l'homme qui ont cours dans certains pays. Prenons l'exemple de la conditionnalité de l'aide, et nous en savons tous quelques enjeux. Mais et si on renversait la condition, on pensait à une autre manière d'aborder la conditionnalité en envisageant, par exemple, cette conditionnalité en la centrant sur les personnes. Et ce que je veux dire ici, c'est l'accent sur les droits économiques, sociaux pour renforcer la capacité des personnes dans le système. Dans bien de contextes, et je vous ai entendu parler de l'éducation, moi-même, je viens d'un pays qui a connu des embargos et moi j'ai perdu une demi-année scolaire. Et encore, en Haïti, il y a des enfants qui ne savent même pas depuis quand ils ont fréquenté l'école. Comment nous répondons à toutes les contradictions que nous envoyons dans la coopération internationale? Évidemment, la cohérence dans les politiques publiques, c'est un enjeu majeur, à la fois dans la politique étrangère d'État et l'interprétation constructive, évolutive dont nous avons parlé tout à l'heure est aussi un chantier pour les organes de contrôle parce que c'est cette interprétation qui permettra de répondre à des enjeux. On a parlé de l'environnement et nous savons les désastres que ça cause dans bien de contextes, y compris avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui financent des projets de coopération dont le résultat est d'affaiblir des communautés sur le terrain. Et Haïti en connaît aussi quelques exemples. Donc voilà quelques éléments rapides, mais je dirais aussi que le renforcement de l'administration publique dans des contextes est un élément majeur, tout comme la formation des acteurs de la justice. Et nous savons que c'est un chantier qui prend du temps, mais l'éducation aux droits de l'homme, c'est un instrument, à mon avis, qu'il faudra toujours promouvoir. Je vous remercie. Je ne vais pas usurper de l'absence de Sarah Jamal, mais je trouve que c'est dommage qu'elle n'ait pas pu être avec nous parce que Sarah Jamal devait parler de la synergie entre droits de l'homme et objectifs du développement durable. Et j'ai moi-même travaillé sur ces questions. Je pense que les objectifs du développement durable, c'est un nouveau véhicule majeur pour promouvoir les droits de l'homme. C'est un langage commun, je le dis parce que finalement c'est l'agenda pour la paix et le développement durable adopté par tous les États en 2015. C'est le dernier instrument qui est adopté par tous les États. Il va permettre de définir des objectifs, 17 objectifs, qui sont des objectifs qui ont trait à la dignité humaine, à la justice sociale, à la coopération internationale. Alors, bien sûr, on peut avoir un regard
critiques sur la définition de certains objectifs, de certains indicateurs. Mais ce qui est intéressant, et j'ai moi-même travaillé sur l'objectif 6 sur le droit à l'eau, l'accès à l'eau pour tous, ce qui est intéressant, c'est de voir que leur façonnement, le façonnement des objectifs du développement durable, s'est fait à l'heure des instruments internationaux existants et de la jurisprudence internationale existante. Et dans ce contexte, finalement, les droits de l'homme ont été du matériel, si on peut dire, pour forger l'indicateur, pour forger l'objectif. Et alors, en ce sens, ces objectifs sont ancrés dans le droit international, mais ils ne répondent pas à la même logique parce que c'est des objectifs à atteindre. Il y a une approche quantitative, en ce sens qu'on va calculer le nombre de personnes qui ont accès à l'éducation, à l'eau, mais c'est un instrument qui me paraît très utile, c'est un langage commun, et à mon avis, c'est un des langages qu'on va retrouver dans le sommet pour l'avenir de 2024, puisque le secrétaire général des Nations Unies s'en sert comme porte-flambeau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les rapports actuels du secrétaire général sont assez pessimistes sur la satisfaction de ces objectifs, mais néanmoins, il y a une mobilisation. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que dans la formulation de ces objectifs et la mise en œuvre de ces objectifs, on retrouve une formation quadripartite, c'est-à-dire qu'il y a les États, il y a les organisations internationales, il y a la société civile et il y a le secteur privé. Et c'est un instrument, ce sont des instruments qui permettent finalement de responsabiliser tous ces acteurs. Moi, je travaille beaucoup à responsabiliser le secteur privé, puisque finalement, il prend des engagements et donc il devrait être redevable des engagements qu'il prend. Et on doit maintenant trouver les instruments juridiques qui nous permettent d'établir cette responsabilisation. Mais il me semble que ça donne un nouveau souffle, un nouveau vent, et qu'on doit être optimiste sur les moyens que nous pouvons avoir à disposition. Il y a encore beaucoup de défaillances, mais ils nous permettent, et c'est là où je trouve que Emmanuel Decaux avait raison quand il a formulé le thème de cette nouvelle table ronde, c'est qu'il y a quand même une tendance à ne plus beaucoup parler des droits de l'homme dans certains cercles, parce qu'on utilise d'autres notions pour différentes raisons, sociales, politiques, idéologiques. Mais finalement, ces autres notions, si elles sont formulées sur la base des droits de l'homme, elles sont peut-être des véhicules efficaces pour promouvoir la dignité humaine. Donc je terminerai avec, sauf que notre président veut prendre la parole, et ça c'est magnifique, nous allons lui donner la parole. J'ai le micro ici, moi. Merci. Non, je voudrais en fait jeter un pavé dans la mare. En tant que président d'une ONG qui s'appelle Plan International France, qui s'occupe de la promotion des droits des enfants, et en particulier des filles. Et j'ai été très sensible à ce qu'a dit M. Singh, et cette citation qu'il a faite, banale mais fondamentale. Plus nous sommes inondés d'informations, plus nous nous noyons dans l'ignorance. Je crois que c'est la citation qu'il a mentionnée. Je voulais simplement dire que quand nous nous battons avec toutes les équipes de Plan International pour la lutte contre le harcèlement, contre les viols, contre les mariages forcés, pour le droit d'accès à l'éducation des filles, à la formation professionnelle, à la participation à la vie publique ou contre l'excision. Quand nous nous battons pour tout cela, nous nous adressons non seulement aux États, mais aussi à la société civile. Et il y a, je trouve, de mes 40 ans d'expérience, dont pas mal passé sur les bancs des Nations Unies sous toutes leurs formes, on a toujours une façon un peu elliptique de dire « il faut que la société civile participe ». Oui, dans les deux sens. La société civile fait partie des acteurs, c'est pas seulement les entreprises. Vous savez, il y a les méchants États, les méchantes entreprises, et puis il y a les gentilles sociétés civiles. C'est pas ça la réalité. Comment nous battrons-nous pour lutter contre les mariages forcés de mineurs? Une fille mineure est mariée toutes les 12 secondes dans le monde. C'est un rapport de l'UNICEF, ou de l'UNESCO, je ne sais plus, pardon, je crois que c'est l'UNICEF. Toutes les 12 secondes. Ce n'est pas les États qui vont y arriver, pas seulement. Alors on fait du plaidoyer. Quand on parle de l'excision, il faut parler des choses qui fâchent et qui sont difficiles, il ne faut pas tourner autour. Comment adresse-t-on les problèmes de religion, de croyance au sein des Nations Unies?
il va bien falloir que la société civile considère aussi qu'elle est actrice de tout ce que nous devons faire. C'est très important, mais on s'est battu, en tout cas un certain nombre de gens, pour expliquer que le droit international, c'était pas seulement les rapports entre les États, et qu'il fallait que, c'est tout le combat notamment des humanitaires, pour que la personne humaine, pour reprendre ce concept canadien que j'adore, soit au cœur de nos préoccupations et de notre action. Il va falloir mobiliser la société internationale. Quand on parle de la presse, on parle toujours de la liberté de la presse, et on va en reparler, je m'en réjouis, mais les médias ont aussi une responsabilité colossale dans l'éducation aux droits de l'homme. Donc je pense qu'il est très important, si on veut rénover, rafraîchir, relancer, redynamiser le débat pour la défense des droits humains tels qu'ils sont incorporés dans la Déclaration universelle, de toujours penser qu'il n'y a pas que les États qui sont responsables. Ils sont souvent responsables de leurs violations, mais pas toujours. Je vous remercie. Nous allons clore sur cette belle parole très inspirante notre panel. Je vais donner la parole à Monsieur Singh. Mais prenez le micro pour... Vous avez clos, Non. Justement pour réagir à cette problématique soulevée pour la participation de la société civile. Est-ce que vous pouvez approcher Oui, votre micro? Oui. Pour la participation de la société civile, je souhaiterais seulement rappeler que l'UNESCO a tenu un prix sommet dans le contexte de sommet qui a été planifié, dont vous avez parlé, et le thème très général de ce sommet sera continuité de réflexion, prolongement de réflexion, vision pour l'avenir, basée sur, je cite, pour le 65e anniversaire, dignité, justice et liberté. Ce sont des trois piliers qui sont fondamentaux, qui sont à la base des réflexions pour l'avenir par le sommet des Nations Unies. Or, il est évident que, comme vous avez dit, madame, c'est une question de responsabilité partagée, comme monsieur a dit tout à l'heure, associer toutes les sociétés civiles avec les États membres dans l'esprit de la Charte des Nations Unies elle-même, nous, tous les peuples des Nations Unies. Et c'est pour ça que je crois que dans le sommet, il y a en plus importance accordée à la forme de youth form, jeunesse, quel l'avenir pour les générations présentes. Mais je vais dire un mot pour ce qui est, par exemple, l'avenir et le souci principal du secrétaire général des Nations Unies. Vous savez, il a fait une déclaration en 2002 pour lancer ce qu'il appelle New Deal for New Social Contract. Et il a soulevé la question de climate change, toujours une phrase, très belle phrase, we are either at breakthrough or at breakdown. Mais qui est principal dans ces réflexions aux Nations Unies, c'est, et c'est ça que je souhaitais porter à votre attention, c'est une nouvelle notion, une nouvelle conception de numérique comme bien public. Comment pourrait-on donc envisager d'édifier l'avenir pour les générations futures où le numérique, au lieu d'être ce qu'il est nommé actuellement, au lieu d'être impérialisme of plateforme privé, devient un bien public commun. Et c'est le souci qui sous-tend les réflexions autour de cette vision de l'avenir partagée par toute la communauté et toutes les communautés. Merci beaucoup. Je vous remercie. Anna, est-ce que vous avez quelques mots de clôture? Non, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Effectivement, on n'a pas finalement tant travaillé sur la question de l'intelligence artificielle, du numérique, etc., qui pose évidemment des problèmes, en tout cas pour ce qui concerne l'État, de réflexion en termes de réseau. Comment est-ce que l'État est un acteur international comme les autres? Simplement, pour répondre à la question de monsieur, pour ce qui est concrètement des ONG, en tant qu'ancienne praticienne, j'ai trouvé très difficile de ne pas avoir un accès centralisé, une sorte de plateforme, un guichet unique pour les tierces interventions, les contributions des ONG au sein des différents organes. Et je trouve que maintenant, en tant qu'universitaire, si on avait accès à ça, on pourrait, nous, travailler en tant qu'universitaires à rendre compte, et puis les praticiens aussi avoir une ressource mobilisable sur comment telle ONG interprète tel droit, etc. Donc, appel aux développeurs et aux geeks éclairés au développement de ce type de plateforme qui serait, à mon avis, très utile.
Voilà, j'ai terminé. Merci pour ces mots de clôture. Je vous remercie tous pour ce panel. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, je crois que si je vois le programme, nous avons 15 minutes. Et puis, nous nous retrouvons pour la dernière table ronde ensuite à 16h15.